En direct de la Fête des Lumières à Lyon, Sud Radio. Vous ne passez pas par hasard à Lyon? C'est une belle ville, n'est-ce pas? La vérité en face. Oui, je suis lyonnais et très fier de l'être. C'est une belle ville, je crois que je vais rester un peu. Patrick Roger. La lumière, les lumières à Lyon avec cette fête des lumières qui commence véritablement ce soir. 2 millions de personnes qui sont attendues. La lumière, on ne l'a pas venant en tout cas de nos politiques en ce moment. On va en parler, on va commenter cela, ce qui s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale. Alors que je le rappelle, il va y avoir tout à l'heure la démission de façon très officielle de Michel Barnier qui est reçu à l'Élysée, c'est à 10h. Ensuite, Emmanuel Macron qui gamberge évidemment sur la nomination d'un Premier ministre ou d'une femme Premier ministre. C'est ce qu'a dit Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques qui est là à Lyon depuis ce matin 7h. Il disait il faudrait prendre, c'est le temps d'une femme. Nous verrons qui va choisir Emmanuel Macron. En tout cas, il y a une grande attente un peu partout parce que il y a un sentiment d'incertitude évidemment dans le monde économique. On l'a vu ce matin à travers tous les témoignages des personnes qui se sont succédés au micro de Sud Radio pour savoir où nous allons notamment sur le plan économique, mais également sur beaucoup d'autres décisions, sur beaucoup d'autres lois qui étaient normalement votées et qui ne sont pas pour l'instant effectives. Et les agriculteurs ont annoncé qu'ils allaient probablement manifester. Il y a d'autres secteurs également. Tout à l'heure, je recevrai des représentants de policiers qui sont assez en colère. Ici, je recevrai en fait des chauffeurs de taxi et nous parlerons aussi d'un problème qui reste et qui est récurrent dans notre société et qui grandit de jour en jour, c'est le narcotrafic avec beaucoup de trafiquants de drogue. C'est le cas aussi à Lyon et je recevrai un sénateur, Étienne Blanc, qui avait rédigé un rapport il y a de cela quelques semaines pour essayer de lutter contre ça. Maintenant, il va attendre lui aussi un ministre, sauf si Bruno Retailleau restait, mais je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Je reçois mon premier invité, Mathieu Bruel, qui est porte-parole du collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon, commerçant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un mot avant de parler de la situation du commerce, alors qu'on est dans le compte à rebours des fêtes de Noël, que ça a très bien marché pour le Black Friday, d'ailleurs, il y a quelques jours. Vous oui, aussi à Lyon? Tout à fait, le Black Friday, la ville de Lyon, il y avait une forte affluence, effectivement, sur la ville de Lyon pour le Black Friday. Comment vous l'expliquez? Parce qu'on dit que les Français ont beaucoup de problèmes avec leur pouvoir d'achat, qu'il y a cette incertitude, et finalement que quand il y a une opération telle que celle-ci, on consomme avec parfois des pics de consommation et des records. Mais je pense que tout simplement, les gens ont besoin de se faire plaisir et un petit peu d'oublier toute cette période qui est compliquée, dans lequel il y a une incertitude complète, et du coup, ça leur permet de se faire plaisir. J'ai entendu ce matin en votre antenne le président de la CPME qui dénonce l'irresponsabilité de nos politiques. Pour revenir sur le plan un peu plus, avec la censure du gouvernement, pour revenir sur le plan un peu plus local, on a également entendu le maire de Lyon qui nous parle d'une ville pour qui tout va bien, tout se passe très bien. Quand j'ai entendu Grégory Doucet tout à l'heure, je me suis dit, alors c'est vrai que c'est une belle ville, qu'il y a la fête des Lumières, que vous allez accueillir 2 millions d'habitants. Il y aura moins de voitures en fait à l'avenir. Vous ne voyez pas tout à fait les choses de la même manière, Mathieu Bruel. Effectivement, on nous annonce des lendemains qui chantent. Mais alors aujourd'hui, vous voyez, il y a quand même une impression de la part des habitants, mais également des commerçants et des professionnels qui travaillent dans Lyon et dans le Grand Lyon. On a l'impression que les personnes qui décident pour nous sont hors sol, sont bien loin de notre réalité. Localement aussi, parce que souvent on parle des politiques en fait au niveau national qui sont hors sol, un peu déconnectés. Vous dites aussi les politiques locaux, les élus locaux sont déconnectés parce que ils vous voient, ils discutent avec les uns les autres, ils transforment les villes, quoi. Effectivement, ils discutent avec nous. On a rencontré d'ailleurs Monsieur le maire Grégory Doucet le 23 juillet, grâce à notre collectif. Nous n'avons eu aucun retour de cette rencontre de notre maire. Et qu'est-ce que vous lui aviez demandé On lui a demandé qu'il y ait une concertation plus importante en termes sur la piétonisation, sur tous les travaux qui sont menés à Lyon. Moi aujourd'hui, je suis commerçant rue Émile Zola. Rue Émile Zola, ça a été une rue qui a été en travaux pendant 2 ans. Ça se trouve où à Lyon? En plein centre-ville de Lyon, à côté de la place Bellecour. C'est le Carré d'Or, c'est là où se trouvent les plus beaux commerces de Lyon. On a eu 2 ans et 2 mois de travaux dans notre rue. On n'a jamais vu aucun
politiques lyonnais venir nous voir pour vous montrer l'arrogance qu'ont tous ces politiques en termes sur la ville et sur la métropole. Aujourd'hui, il y a une campagne de pub, un affichage par rapport à tous les travaux qui se passent, avec un slogan qui est écrit « Pardon si ça vous gonfle ». Est-ce que vous trouvez que c'est respectueux des gens? Est-ce que vous trouvez que on respecte tout le monde? C'est peut-être le langage en fait du moment, quoi, hein, justement. Oui, effectivement. Non, mais le langage du moment, en fait, dans l'ensemble de la société, on utilise parfois des expressions très populaires, quoi, non? Parce que c'est vrai que ça gonfle, évidemment. Les gens. Alors, mais quand on fait des travaux, évidemment, vous avez déjà fait des travaux chez vous, ça perturbe, quoi, non? Effectivement, ça perturbe. On peut le comprendre, ça, non? Je suis bien d'accord avec vous, ça perturbe, mais lorsqu'on commence des travaux de partout, parce que là, moi, je vous parle de la rue Émile Zola, mais nous, aujourd'hui, notre collectif, il a commencé par 4 personnes rue Émile Zola. Aujourd'hui, on représente près de 40 000 personnes. 27 collectifs se sont agglomérés au nôtre. Au départ, on s'appelait le collectif des défenseurs de Lyon. Aujourd'hui, on s'appelle le collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon. Aujourd'hui, il y a des travaux de partout dans Lyon. Lyon, c'est un gruyère. Aujourd'hui, on ne peut plus accéder à Lyon en voiture. C'est plus possible. Aujourd'hui. Moi, j'ai circulé quand même un peu en voiture hier soir en arrivant avec les taxis et ça roule, quoi. Même si c'est compliqué. Parlez-en à nos amis taxis. Je pense qu'ils vous confirmeront la même chose je vais les recevoir dans un instant. Ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, même aujourd'hui, alors on nous invite à prendre les transports en commun. C'est extraordinaire. Ce matin, la ligne D du métro ne fonctionne pas à Lyon. Aujourd'hui, on invite les gens à prendre les transports en commun. On leur dit déplacez-vous en bus. En fait, quand on se déplace en bus, il y a des problèmes de correspondance. Il n'y a pas assez de chauffeurs. Tout est un problème. Aujourd'hui, on part du dogmatisme de l'écologie, on est dans l'écologie et on décide des lois mais on ne prend pas en compte la réalité de tout le monde. Aujourd'hui, Lyon est une grande ville. Effectivement, il y a des transports en commun, on peut se déplacer en vélo, en voiture. Mais Lyon est un centre d'attractivité important et on a besoin que les gens viennent jusqu'à nous en voiture. Quand on habite à 1 heure de Lyon en pleine campagne, on ne peut pas venir en bus. Aujourd'hui, le problème, c'est que notre mairie a décidé d'une façon unilatérale avec la métropole et qu'il n'y a eu zéro concertation. On fait des travaux pour l'écologie, mais il n'y a eu aucune enquête par rapport à tout ça. C'est ce qui se passe à Lyon, comme ça se passe dans beaucoup d'autres grandes villes, hein, évidemment. Vous n'êtes pas seul à vivre ça. Alors, malgré cela, on dit que la plupart des maires qui sont engagés déjà donc, depuis quelques années ont de fortes chances d'être reconduits par la suite. Ça veut dire que les habitants, finalement, s'en accommodent alors? Ils s'en accommodent ou ils quittent la ville, on ne sait pas. Mais j'aimerais quand même revenir sur l'écologie et sur tous les travaux qui sont en train d'être faits. Il n'y a eu aucune étude d'impact environnemental qui ont été faits à Lyon par rapport à tous les travaux qui sont menés. Aujourd'hui, à Lyon, il n'y a jamais eu autant de bouchons qu'en ce moment. Il y a eu une étude TomTom qui classe Lyon, la ville, la 3e en France pour les bouchons. Il n'y a jamais eu autant d'agressivité entre différents usagers de la route. C'est-à-dire que entre les vélos et les voitures, c'est l'anarchie. On a eu un exemple qui a été médiatisé il y a une dizaine de jours. Cécile Siméon, que beaucoup de gens connaissent parce qu'elle a été animatrice, elle est actrice, a dénoncé ça. Elle a été agressée il y a 10 jours par un coup de poing d'un cycliste alors qu'elle était en voiture. Donc les gens sont mécontents. On a l'impression qu'on n'entend pas du tout le mécontentement des gens. On essaye de le relayer, on nous caricature parce qu'on nous prend toujours pour des excités. Les commerçants? Les commerçants ou les gens du parce qu'on dit souvent les commerçants se plaignent toujours, donc c'est ça. Oui, alors moi je suis pas là pour me plaindre en tant que commerçant, parce que quand on aime notre métier et on l'a souligné, la Black Friday, ça a été un succès. C'est pas ça qui est compliqué pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est l'accessibilité. Aujourd'hui, à cause d'un problème d'accessibilité en presqu'île de Lyon, les commerçants ont perdu 30% de leur chiffre d'affaires. Il y a une étude qui a été faite par la CCI, une étude qui a été faite par Mike Presqu'île. Alors on va nous expliquer que c'est à cause de la guerre en Ukraine, parce que il y a la censure. Ça a toujours existé. Mais si les gens ne peuvent pas se déplacer et venir sur nos points de vente, c'est pas possible. Alors nous, en tant que petits commerçants, on essaye de s'adapter. Il y a des nouvelles méthodes qui s'appellent le Figital. On vend par téléphone à nos clients, on envoie des colis. On s'adapte. On est des personnes qui essayons de trouver des solutions. Mais à un moment donné, qui essayons
à un moment économique en compte finalement, vous réclamez du dialogue. Grégory Doucet, le maire de Lyon qui était invité ici, disait tout à l'heure, il faut qu'on parle ensemble, on a besoin, au niveau national d'ailleurs, il parlait des politiques, ça va nous ramener à ça. Et vous avez le sentiment que finalement on ne se parle pas, quoi, que chacun est un peu sur son île. Alors c'est le postulat de notre mairie de la métropole de parler de la communication, mais ils ne parlent pas, comme je vous ai expliqué. On les a rencontrés, on n'a jamais eu une réponse aux rencontres qu'on a fait. Ils ont fait des assises du commerce. C'était un coup marketing. C'est tout. C'est juste qu'à un moment donné, nous, on a besoin du concret. Aujourd'hui, quand on est dirigeant d'entreprise, on doit gérer des problèmes tous les jours. Mais pour les gérer, on n'est pas dans une concertation qui dure des heures et des heures. On a besoin de concret. Donc voilà. Bon, on essaiera de vous faire dialoguer alors avec le maire de Lyon. J'aimerais entendre aussi votre réaction, vous l'avez dit en fait au début, mais à la situation actuelle politique au niveau national qui rend les choses assez incertaines. Comment vous voyez-vous cela pour les 3 semaines qui viennent? Est-ce que vous pensez que les gens vont moins consommer, moins acheter compte tenu de cette incertitude politique ? Alors effectivement, peut-être que ça va faire une petite période de flottement. On va dire que dans notre malheur entre guillemets, on arrive à une période de Noël, donc les gens, on est quand même dans une période un peu plus légère et les gens ont envie de se faire plaisir. Donc on espère que On parle politique quand on vient dans vos magasins. On parle politique quand on vient dans nos magasins. On parle d'un tas de choses quand on vient dans une boutique. Qu'est-ce qu'ils vous disent en fait les gens aujourd'hui sur la situation politique? Mais un petit peu ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que les gens se sentent pas écoutés. On est parfois dans notre clientèle, on a des gens qui ont des discours très extrémistes parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils sont tellement malheureux qu'ils savent pas vers quel côté aller. Et en fait, aujourd'hui, je pense que... D'où cette censure, quoi. A priori, je pense. Oui, bien sûr. Mais les gens ne la comprennent pas non plus parce qu'à un moment donné, on a envie que les choses continuent d'avancer. Et c'est un petit peu ce qui... C'est l'une des questions d'ailleurs derrière les électeurs, par exemple, d'une partie de la gauche et puis d'une autre partie aussi du Rassemblement national, de se dire, oui, certes, il faut peut-être changer les choses, mais là, c'est peut-être dangereux, quoi. Oui, effectivement, parce que mais on est tous pareils, on a toujours envie de changement, et quand le changement arrive, ça fait un petit peu peur, et là on est dans une période qu'on n'a jamais connue, qui est vraiment incertaine. Merci Mathieu Bruel, porte-parole du collectif des défenseurs de Lyon, commerçant, donc c'était intéressant de vous entendre. On va continuer au micro de Sud Radio ici à Lyon, à l'occasion de la fête des Lumières. Eh bien, beaucoup de représentants de différentes filières défilent à notre micro, et dans un instant je vais recevoir des représentants de policiers, et après les taxis. Merci monsieur. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face ici en direct de Lyon à l'occasion de la fête des Lumières qui ouvre ce soir. Il y a là vous m'entendez mieux évidemment parce que on a une petite responsabilité quand on est en délocalisation comme ça, c'est qu'il faut quand même utiliser les bons micros pour parler. En direct donc, je le disais, de la fête des même bons micros de la fête Lyon qui ouvre de personnes politiques. Beaucoup aussi de mouvements sociaux, de professions en colère, notamment des policiers en colère. Je reçois Alain Barberis, qui est secrétaire départemental Rhône du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Bilal Boimard, qui est représentant syndical des taxis à Lyon, du département. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez nous dire les raisons de votre colère et puis nous parler aussi de vous, comment vous ressentez cette incertitude politique avec ce qui s'est passé hier soir. Et puis là, on est dans l'attente probablement d'un nouveau gouvernement, de la démission et ensuite d'un nouveau gouvernement. Mais juste avant cela aussi, parce que nous offrons des cadeaux évidemment à l'ensemble de nos auditeurs, eh bien, l'auditeur gagnant de ce matin, c'est Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Patrick Roger, bonjour à vos invités, bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez gagné. On va ouvrir ensemble. Vous avez été le 12e appel. 12e appel gagnant. On va ouvrir ce cadeau pour vous. Et c'est une enceinte connectée EcoDot que vous avez gagnée, mon cher Thomas.
C'est super, c'est magnifique. Merci beaucoup Patrick Roger, merci Sud Radio. Continuez comme ça, c'est super ce que vous faites. Vous nous avez appelé d'où, mon cher Thomas? Alors moi j'habite à Saint-Marc dans le 77, dans Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, de plus en plus d'auditeurs en région parisienne et sur toute la France de Sud Radio avec notre slogan Parlons vrai. C'est ce que vous aimez justement, qu'on essaie de dire les choses, mon cher Thomas? Mais oui, on en a besoin aujourd'hui, on en a besoin, et c'est vrai que moi ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio, et à chaque fois c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Bah écoutez, voilà, et vous êtes récompensé avec ce cadeau. Profitez bien en tout cas de ces fêtes, malgré le contexte, mon cher Thomas. Merci, très bonne fête à vous tous, merci. Alors nous continuons donc avec mes invités, Alain Barberis donc et Bilal Bouamar. Déjà un mot avant de parler de vos spécificités, vos problèmes spécifiques. Comment vous jugez ce qui est arrivé en fait hier soir et la situation politique dans laquelle nous sommes, Alain Barberis, pour les policiers? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en ce qui concerne Alliance Police Nationale, syndicat majoritaire dans la police nationale, on le dit depuis déjà des mois, pour pas dire des années, il y a une crise d'autorité sans précédent dans notre pays, et c'est pour ça que nous on appelle à un choc d'autorité, parce que... Mais choc d'autorité qui peut venir d'où et de qui alors? Eh bien déjà, bien évidemment, des politiques. Il faut qu'il y ait des décisions fermes, courageuses, parce que depuis des années, on a un espèce de laxisme, très clairement, d'autorité. On a une crise d'autorité au niveau de l'éducation nationale. On a une crise d'autorité au niveau aujourd'hui même de l'Assemblée nationale. On a une crise d'autorité de partout. Donc, comme on dit... Du président de la République même Alors, je m'exprimerai pas sur la... Non, pas sur Emmanuel Macron en tant que tel, mais sur la présidence de la République qui, du coup, n'a pas mis un gouvernement qui... Alors, c'est pas lui qui a décidé, évidemment, de la majorité, ou des députés qui ont été élus, mais dans le choix de son gouvernement, il n'avait pas choisi un gouvernement qui pouvait être assez stable. Alors, nous, on fait que de la politique syndicale, pas de la politique politicienne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les policiers ont la réalité du terrain. On a des remontées qui sont quotidiennes. Et aujourd'hui, la première des libertés, c'est la sécurité. On peut avoir des crises économiques, on peut avoir des crises dans plein de domaines au niveau du pays. Si on ne règle pas cette priorité-là, on n'arrivera pas à avancer dans ce pays. Vous allez regretter Bruno Retailleau ou pas? On verra s'il s'il est maintenu ou pas. Voilà. Mais, écoutez, il y a de fortes chances pour qu'il ne soit plus ministre de l'Intérieur. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il est encore ministre. Il sera certainement ministre démissionnaire. Il a envoyé des actes forts en termes de paroles, mais ce que les policiers attendent surtout, c'est des actes, du concret, et c'est urgent. Oui, vous allez nous dire précisément ce que vous attendez. Bilal Bouamar, vous aussi, votre réaction à ce que l'on vit, cette situation en fait politique. J'imagine d'ailleurs que vous dialoguez un petit peu peut-être avec vos clients, les gens que vous transportez. Oui, beaucoup. Alors nous, on est très proche de la réalité économique de notre pays. Pardon. Et on fait souvent le rapport avec l'économie et la politique. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, le gouvernement est censuré sur un projet de loi de finances. Donc, c'est lié à notre économie directement. On a un réel problème économique, une souveraineté économique que l'on perd jour après jour, année après année. Et maintenant, on arrive à une réalité où concrètement, on est en baisse dans nos finances. On a des problèmes pour financer toutes nos institutions, que ce soit la sécurité sociale ou autre. Et maintenant, on est confronté à ce mur économique, mais il va falloir le dire aux Français. Oui. C'est intéressant parce qu'il y a deux mots. Chacun, vous avez autorité. Vous, manque d'autorité. Vous, de votre côté, manque de souveraineté. Économique. Économique. Pardon. Non mais économique. Non mais bien sûr. Mais d'un côté l'autorité, et de l'autre côté la souveraineté. Je crois que ce sont les deux mots qui ressortent le plus d'ailleurs dans les enquêtes en fait des Français. Alors vous chez les policiers, vous êtes mobilisés déjà depuis quelque temps à Lyon comme partout en France aussi. Il y a eu des mouvements. Qu'est-ce que vous demandez spécifiquement? Alors déjà aujourd'hui, il y a une manifestation intersyndicale fonction publique, puisque le policier est avant tout fonctionnaire d'État. On soutient par la parole politique la police, mais lorsque on a des propositions de projets d'économie sur le dos des policiers, notamment de 3 jours de carence,
d'un abaissement du salaire à 90% en cas d'arrêt maladie, là on ne soutient pas du tout les policiers. Oui. Vous voyez la nuance? Et donc ça c'est pas supportable, parce que je rappelle quand même que tous les jours on a des dizaines de policiers de forces de l'ordre, policiers municipaux, gendarmes, qui tombent ou qui sont blessés gravement. Et donc, vous voyez, entre la parole et l'acte, pour nous, c'est pas supportable. Ouais. J'ai vu que vous disiez, on a fermé des commissariats la nuit, on ferme aussi des commissariats le jour. Pourquoi ? Alors, ce qui est sûr, c'est que sur Lyon, depuis 2 ans, on a 2 réformes successives qui ont très clairement dégradé les services de police et la police lyonnaise en général, puisque on a en effet centralisé des unités sur des sites et on va dire plus ou moins fermé d'autres sites. Peut-être pour des économies. En tout cas, il y a eu un redécoupage qui aujourd'hui ne marche pas. On a beaucoup moins d'effectifs et beaucoup moins d'équipage sous la voie publique. Quand on voit le succès qu'a eu les Jeux Olympiques, excusez-moi, on voit bien que quand il y a du policier, et ce qu'attendent aujourd'hui notamment les Lyonnais, on a entendu tout à l'heure le représentant des commerçants, il faut de la tenue, il faut du policier sur la voie publique. Oui, mais dites-moi, vous êtes en grève aujourd'hui, enfin en grève, en action, quoi. Parce que à Lyon, vous êtes quand même fortement mobilisé aussi avec la Fête des Lumières. Là, il y a quasiment 500 policiers nationaux qui viennent en plus, hein, c'est ça, qui viennent en plus, qui sont mobilisés. Oui, on est responsable. Donc aujourd'hui sur Lyon, vous avez 80% des effectifs qui sont engagés pour tenir pendant 4 jours cette festivité qui est annuelle. Bien évidemment, on va assurer cette sécurité parce que c'est notre travail. Mais en revanche, oui, à côté de ça, on a une très grande action aujourd'hui. Et c'est que le début, parce que aujourd'hui, ça concerne uniquement la fonction publique, mais demain, ça sera peut-être les gilets bleus au niveau de la police nationale si on n'est pas entendu, parce qu'il y a une urgence. Je le répète, il y a une urgence, une crise d'autorité, la sécurité première des libertés. Et ça, il faut que l'État le prenne vraiment en compte. Oui. Merci Alain Barberis. Bilal Bouamar, vous avez manifesté parce qu'il y a des restrictions sur le transport sanitaire, hein, notamment qui est particulièrement important, qui s'est beaucoup développé ces dernières années pour les taxis. Hein. Tout à fait. Alors, ce que je tenais à préciser, c'est que cette réforme, on parle beaucoup des taxis, mais en fait, elle touche tous les Français. Vous savez qu'aujourd'hui, un Français sur 2 a un risque de contracter un cancer. Donc, si c'est pas dans nos personnes, ça va être dans notre famille. Et de ce fait-là, on va être amené à avoir un parcours de santé qui va pouvoir nécessiter des taxis, justement pour aller faire des chimiothérapies, des radiothérapies. Donc cette réforme qui est actuellement en cours, elle touche tout le monde. On parle que des taxis, mais c'est tous les citoyens qui vont être touchés. Et là, il y a un virage très serré que prend la CNAM dans sa politique des transports de malades. C'est qu'avant, on parlait de limiter l'augmentation des dépenses, parce que bon, on est conscient que la population vieillit, etc. Aujourd'hui, ils veulent faire des économies. Et des économies drastiques qui vont entraîner... Ce qui peut se comprendre puisqu'on est en déficit. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Oui. À un moment, on peut faire des économies, mais pas sur la santé des gens et pas sur la viabilité des entreprises. Aujourd'hui, je vais vous parler par exemple d'un levier qui est activé par la CNAM, qui est intitulé la pertinence des prescriptions médicales. Donc, la CNAM a fait un accord avec les médecins, un accord qui est rémunéré. Hein, les médecins vont être payés pour essayer de limiter au maximum les prescriptions médicales de transport. Donc, on achète la déontologie d'un médecin pour essayer de serrer la vis au maximum. Mais un médecin, son métier, c'est d'être pertinent dans sa prescription. Il est déjà payé pour ça, vous voyez. Et on ne le dit pas aux Français. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des abus, en fait, sur les transports sanitaires, de la part de patients qui voulaient un taxi pour n'importe quel examen? Alors, non, non, parce que parlons vrai. Non, on parle toujours vrai, vous voyez. Alors, celui qui fait la prescription médicale, c'est un médecin. Qui a fait peut-être au moins 10 ans d'études, plus une spécialisation, parce que la plupart de nos clients ou nos patients, on peut dire, sont des personnes âgées qui ont des maladies, des pathologies très lourdes. Donc le médecin, c'est son métier de faire une prescription. Nous, on est seulement là pour répondre à la demande. À aucun moment, vous savez, on n'a même pas le droit de faire de la publicité en disant qu'on est des taxis conventionnés sécurité sociale pour essayer de motiver la demande. Voyez. Donc nous, on répond seulement à la demande, et depuis justement de nombreuses années, à chaque fois, on nous pénalise, on réduit nos tarifs et on nous fait porter ce chapeau en nous disant c'est de votre faute. Or,
nous, à aucun moment, on active le levier de la demande. Oui, merci Bilal Bouamar. Est-ce que le fait que le gouvernement soit tombé, donc le budget n'est pas adopté, ça change quelque chose pour vous ou pas, en un mot? Ça va changer quelque chose. La CNAM va devoir revoir certaines clauses qu'elle voulait mettre dans cette nouvelle convention, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle change sa vision et sa façon de gérer. Elle veut faire une formule standard actuellement pour toute la métropole et les dom-tom, sans tenir compte de la spécificité des territoires. L'Île-de-France, Lyon, la Guadeloupe, c'est pas les mêmes territoires. On peut pas avoir une formule unique. Merci d'être venu au micro Sud Radio ce matin, et je pense qu'on vous entendra de nouveau parce que vos sujets vont rester évidemment d'actualité, quelles que soient les décisions qui seront prises dans les jours qui viennent, avec ou pas un nouveau gouvernement. Dans un instant, on va s'intéresser aussi au plan narcotrafic. Vous vous souvenez, on en avait parlé il y a quelque temps avec deux parlementaires qui avaient travaillé sur le sujet. Je vais recevoir Étienne Blanc. On va voir si ce plan tombe à l'eau avec le gouvernement qui est tombé également. 9h34, la vérité en face sur Sud Radio jusqu'à 10h. En direct de la Fête des Lumières à Lyon. 9h10 Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face en direct de Lyon, il est 9h38 jusqu'à 10h évidemment, avant de retrouver Gilles Gansman, Valérie Expert. Tout à l'heure, qui reviendront avec Yvan Cujous, d'ailleurs sur son émission spéciale ce week-end autour de Gilbert Bécaud et puis complément d'enquête. André Berkoff sera aussi en direct de Lyon à l'occasion de la Fête des Lumières tout à l'heure entre midi et 14h. On parle de la Fête des Lumières, mais surtout on vous donne aussi la parole localement bien sûr pour réagir à ce qui s'est passé hier et ce qui se passe en ce moment sur la politique et puis toutes les conséquences. On a donné la parole à des commerçants en fait tout à l'heure, aux restaurateurs avec Thierry Marx qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin, aux petites entreprises, également les policiers, les pompiers qui seront d'ailleurs aussi chez André Berkoff tout à l'heure, ou encore des chauffeurs de taxi. Et je reçois Étienne Blanc. Bonjour Étienne Blanc. Bonjour. Vous êtes sénateur local du Rhône, c'est aussi, bien ça. Bien sûr, de droite républicaine. Et surtout, vous avez fait ce rapport qui avait fait beaucoup de bruit sur la drogue, sur un plan contre les narcotrafiquants avec un autre sénateur socialiste. Comme quoi on peut travailler entre socialistes et républicains. Tiens, ça nous donne peut-être une petite indication de ce qui peut se passer pour le prochain gouvernement. Donc, on va en parler dans un instant sur cette bataille contre le trafic de drogue, parce qu'il n'y a plus de gouvernement pour l'instant, ou il n'y en aura plus, mais la bataille va continuer. Un mot peut-être par rapport à cette situation actuelle, comment vous la vivez, vous? Il y en a certains qui disaient, moi j'ai eu honte en regardant ce qui se passait à l'Assemblée nationale, d'autres qui se disent, au contraire, il faut percer l'abcès. Et vous? Oui, honte au regard de ce que nous avons constaté hier. Une Assemblée nationale où on ne se parle pas, où on s'invective. Moi, j'ai été député pendant 15 ans. J'ai connu l'époque. J'ai été dans la majorité de Jacques Chirac, dans la majorité de Nicolas Sarkozy. J'ai été dans l'opposition à la majorité de François Hollande, aux différents gouvernements, Ayrault et Valls, etc. Mais on se parlait. Voilà. D'abord, on se respectait. Il ne peut pas y avoir de politique et de débat sans respect, et on se parlait. La politique, c'est ça. Bon. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Vous avez l'invective, et vous avez une cristallisation des positions, donc le dialogue est impossible. Alors, sur la situation qui est issue de cette dissolution, mais je crois qu'il faut être clair. La politique, c'est prendre en compte des réalités. Aucune famille politique n'a la majorité, aucun mouvement n'a la majorité à lui seul. Il faut donc passer des alliances. Alors, moi, j'ai été frappé dans ce gouvernement Barnier. On dit, mais non, surtout pas d'accord, pas d'alliance avec le Rassemblement national. Mais on apprend qu'on discute avec eux dans les couloirs, très discrètement. Alors les retraites, qu'est-ce qu'on fait? Alors les 7 jours de travail, qu'est-ce qu'on fait? Mais les Français n'y comprennent plus rien. Ouais. À un moment, il faut venir devant ses électeurs et dire, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Je suis obligé de trouver une majorité. Alors je vais la chercher avec le Parti socialiste. C'est mal parti, parce que M. Olivier Faure ne veut pas se désolidariser de LFI. C'est une situation impossible. Donc il faut discuter avec le Rassemblement national. Et je viens de prendre connaissance d'un message. Sébastien Lecornu, personnalité forte de la Macronie, qui dit, mais nous on va discuter avec le RN, parce qu'il faut discuter avec tout le monde. Et il a bien raison de dire aux Français, voilà ce que je vais faire. Alors après, il peut être censuré. RN dire aux Français faire, mais position
Oh bah, la dernière quand même avec Marine Le Pen, comment vous jugez justement sa décision? Elle a été piquée au cœur, probablement par ce qui s'est passé lors de son procès sur les assistants parlementaires européens. Oui, évidemment. Et la réquisition? Elle est dans une situation extrêmement difficile. Tout le monde est persuadé que sa condamnation... Alors attendez, il y aura une décision de justice, on ne peut pas préfigurer ce qui va se passer, mais compte tenu des faits, des éléments qui sont connus, il y a de fortes chances qu'elle soit condamnée. Après, il y a l'exécution provisoire, ça c'est un autre sujet. Oui. Est-ce que le tribunal, sujet tout de même. Voilà, est-ce que le tribunal décidera immédiatement, nonobstant les voies de recours, qu'elle est absolument empêchée pour se présenter à une élection présidentielle? Ça, moi, je ne peux pas répondre, je ne peux pas sonder les reins et les cœurs. Qu'est-ce que j'ai entendu, moi, cette nuit sur les radios et sur les télés? Un certain nombre de vos confrères journalistes disaient au RN, des représentants, ils disaient, mais vous avez quand même discuté avec M. Barnier. Ils disaient, oui, mais un peu tard. Voilà. Si c'est une question de phasage et de calendrier, c'est quand même un peu curieux. Ouais. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage pour un responsable politique, de dire voilà avec qui je discute et voilà l'accord de majorité que je passe. Oui. Pas un accord de majorité, mais un accord sur 5 ou 6 textes. Vous avez parlé du narcotrafic tout à l'heure. Voilà. Un accord de majorité, 5 ou 6 trafic. D'accord avec... En fait, qu'est-ce qu'on a à l'extrême gauche, la lutte contre le narcotrafic, tout le monde est d'accord. Le Parti communiste, qui était représenté par M. Brossat dans notre commission, a accepté notre rapport. Oui. Alors après, j'imagine que sur la loi, il y aura quelques prises de position un peu différentes, notamment sur l'affaire du dossier coffre, sur un certain nombre de sujets. Mais sur le fond, tout le monde a parfaitement conscience du risque. Alors, globalement, sur l'ensemble de la politique nationale, il y a des divergences. Et c'est là où c'est difficile de s'entendre. Et si le futur Premier ministre ou une femme Première ministre aussi, pourquoi pas, peut-être, décide de parler un peu au Rassemblement national, les socialistes et les écologistes, sans parler de LFI, diront nous, on ne peut pas accepter de participer à ce gouvernement. La première des choses, c'est un budget. Oui. Voilà. Et pour voter le budget, il faut passer un accord avec le Rassemblement national. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous n'arriverez pas à passer un accord avec LFI. LFI, son budget, sa proposition de budget, et LFI, c'est leur position. Il dit, ce sont toutes nos positions, rien que nos positions, c'est notre budget, rien que notre budget. Donc, ce sera difficile de discuter avec eux. Puis de l'autre côté, vous avez le RN qui dit, écoutez, trouvons un accord sur les retraites, trouvons un accord sur les questions qui touchent à la santé, notamment le remboursement des médicaments, et on est prêt à laisser passer le budget. Et ce que vient de dire M. Lecornu, c'est on peut parler avec le Rassemblement national. Il se positionne pour être Premier ministre. Bien parce sûr, que c'est un homme d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Je ne sais pas si ce sera bien perçu par les Français. Ça, c'est autre chose. Après, c'est autre chose. Est-ce que vous ne croyez pas que dans cette crise, il y a aussi une détestation pour beaucoup d'Emmanuel Macron? C'est la fin du macronisme, c'est la fin d'Emmanuel Macron. Oui, mais alors si Emmanuel Macron nomme, s'il nomme l'un de ses proches, ça passera mal. Eh bien, nous verrons. Il faut que nous essayons cette solution, et puis si ça ne marche pas, il n'y a pas d'autre solution que la démission du président de la République. Et les Républicains travailleront dans ces conditions aussi avec Sébastien Lecornu, qui vient des rangs des Républicains il y a quelques années. Bien sûr, mais Lecornu était des nôtres. Moi, j'ai siégé à l'Assemblée nationale avec Sébastien Lecornu. Oui, mais un ancien républicain qui succède quand même à un républicain, finalement, ça ne change pas grand-chose. Ça ne posera pas de problème. Ce qui compte, c'est le fond. Oui. Voilà. De quoi parlons-nous et sur quel sujet est-ce que nous discutons avec le Rassemblement national pour qu'il laisse passer un budget? Alors, sur le sujet qui vous concerne, cette lutte contre le narcotrafic, est-ce que votre parole avait été bien entendue? Vous avez dit oui pour l'ensemble des partis. Et pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui lui aussi, et alors en plus ancien sénateur, donc vous le connaissez très bien, est-ce que lui était l'homme de la situation et devrait être l'homme qui doit rester justement pour appliquer notamment votre plan? Je crois que, il y a le plan, et puis de manière plus générale, les Français ont beaucoup apprécié les prises de position très fermes de Bruno Retailleau. Vous savez, les Français, il ne faut pas les prendre pour des zozos.
les Français, vous pouvez leur dire la vérité, ils la comprennent, et de quelque conditions sociales qu'ils soient, ils comprennent bien les sujets en jeu pour l'avenir de la France. Hein. Et ils savent bien aujourd'hui, parce qu'ils sont dans des immeubles, logements sociaux, en pied de barre d'immeubles, où il y a des points de deal, et ça pose des problèmes majeurs. Ils sont au cadre supérieur, et ils voient bien ce qui se passe dans les familles, et ils comprennent à travers la presse et à travers les médias l'enjeu que représente aujourd'hui la criminalité organisée en France, qui s'alimente financièrement avec le trafic de drogue. Tout le monde est assez d'accord là-dessus. Donc moi je pense qu'il y a sur le fond un ministre de l'Intérieur qui a pris la mesure du problème, qui l'a exposé aux Français. Moi il m'a reçu à plusieurs reprises. Nous nous sommes mis d'accord. C'est un texte, c'est toujours un peu compliqué. Bien sûr. Parce que bien sûr. quand vous arrivez avec une proposition de loi, vous avez vos services, vous avez notamment les services de police qui disent bah, écoutez, tiens, pendant que vous y êtes, rajoutez ça. Hein, on a besoin de telle ou telle mesure. Alors il faut trouver un accord avec le garde des Sceaux, qui n'était pas tout à fait sur la même position que Bruno Retailleau. Et là, on voit que c'est difficile quand même, ainsi de s'entendre pour mener une politique entre guillemets courageuse et ferme. Mais vous savez... Est-ce que vraiment on doit... Mais moi je constate que Didier Migaud et son cabinet, au terme d'une discussion, il a accepté les 20 articles qui sont les nôtres. Pareil, il a eu quelques demandes d'ajout, et on a trouvé un accord, ministre de l'Intérieur, chancellerie et Parlement. Et on a aujourd'hui une proposition de loi qui a vraiment du sens, qui peut profondément changer les choses. Eh ben, on va voir ça dans un instant, on va continuer d'en parler avec vous. Si justement Bruno Retailleau reste, ou le futur, ou la future ministre de l'Intérieur qui arrivera pour appliquer votre plan contre le narcotrafic. 80% des communes aujourd'hui sont touchées par les trafics de drogue. 80% des communes. On en parle sur Sud Radio jusqu'à 10h dans La Vérité en face, en direct de Lyon, où il y a la fête des Lumières, mais où il y a également évidemment cette gangrène du trafic de drogue. En direct de la fête des Lumières à Lyon, 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face en direct de Lyon. Je vous le disais à l'occasion de la Fête des Lumières, vous allez retrouver André Berkoff tout à l'heure entre midi et 14h avec Céline Alonso. Dans la première partie, beaucoup d'actualités parce que évidemment cette actualité va nourrir André Berkoff bien sûr. L'actualité politique mais également beaucoup de mouvements sociaux, notamment les pompiers qui sont en colère à Lyon. Et il recevra un représentant des pompiers tout à l'heure qui ont décidé de mener une action ce soir à l'occasion de l'ouverture de la Fête des Lumières. Ils nous diront tout à l'heure. Et puis, bien sûr, l'histoire aussi de cette Fête des Lumières. On parlera aussi gastronomie parce que Lyon reste la capitale de la gastronomie. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'ensemble des restaurateurs sont en congrès depuis le début de la semaine à Lyon. On a reçu ce matin Thierry Marx qui était un peu inquiet de la situation politique. On vient de l'aborder aussi avec Étienne Blanc, sénateur républicain, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Vous nous avez parlé de la situation politique qui vous inquiète, bien sûr. Vous espérez. Vous pensez que Emmanuel Macron va nommer là très vite, dans les 48 heures, donc d'ici demain, samedi, le nouveau Premier ministre chargé de former un gouvernement? Il faut un nouveau Premier ministre dans les heures qui viennent. On a un budget à voter. Vous imaginez la France, la 6e puissance du monde, sans budget? Ça est invraisemblable. Donc il faut immédiatement nommer un Premier ministre. Il faut pas perdre de temps. Oui, donc tout à l'heure on a parlé des quelques noms qui circulent. François Bayrou, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui est le relais aussi un peu d'Emmanuel Macron. Sur votre sujet de la drogue, avec ce rapport que vous avez rédigé, on en a déjà beaucoup parlé sur Sud Radio avec votre collègue sénateur socialiste Jérôme Durain. Est-ce que aujourd'hui les autorités sont prêtes à passer à l'action contre l'ensemble en fait du narcotrafic qui est aujourd'hui infiltré sur tout le territoire français? Oui, vous avez raison de le dire. À une époque, le narcotrafic c'était quelque chose d'urbain, c'était les métropoles, c'était les villes. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire, y compris les plus petits villages, avec des situations
que l'on constate, notamment sur les petits ports de Bretagne où vous avez désormais des arrivées depuis l'Amérique du Sud. Donc oui, c'est un changement profond, c'est l'ensemble du territoire national et disons-le aussi l'ensemble du territoire européen. La deuxième chose qui frappe, c'est l'ampleur du phénomène. On ne le dit pas assez, mais il y a 240 000 personnes qui vivent directement ou indirectement du narcotrafic en France. C'est-à-dire, ça prend des proportions considérables. Et tout ça pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 6 milliards à 6 milliards et demi d'euros. Et un résultat net. C'est énorme. On parlait, par exemple, on parlait des commerces tout à l'heure. Un point de deal, c'est aussi un commerce. Bien ça sûr. se vend. Mais bien sûr. Ouais. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et sans doute on va rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi le narcotrafic? C'est une entreprise. Vous avez un client à la base qui est le consommateur, et vous avez un chef d'entreprise. Il est en France, mais il peut être aussi en Amérique du Sud ou en Afrique du Nord. Et depuis son bureau, eh ben, il produit, il transforme, il transporte, il distribue, il récolte de l'argent, il blanchit l'argent. Il a une entreprise. Et si on ne comprend pas que c'est une entreprise qui cherche à faire un chiffre d'affaires, eh bien, on ne comprend pas pourquoi on se tire dessus sur des points de deal. En fait, les points de deal, c'est de la concurrence entre deux commerces. Voilà, c'est ça. Bon, là, on n'a plus beaucoup de temps parce qu'il y a l'émission dans un instant et on en reparlera, on verra. Donc, vous croyez à l'application de votre plan quand même dans les... Alors, moi, ce que je crois, c'est que nous avons préparé une proposition de loi. Elle devait passer le 27 janvier au Sénat. Ouais. J'espère que le nouveau gouvernement maintiendra cette date. J'espère qu'ensuite, tout ça passera à l'Assemblée nationale. Et j'espère que d'ici l'été, tous les nouveaux dispositifs extrêmement puissants que nous avons prévus dans ce texte se mettront en œuvre. J'espère que dans l'exécutif, il y aura une véritable volonté. Moi, je pense qu'il faut personnaliser cette lutte et Bruno Retailleau est la personne parfaitement adéquate pour démontrer que la France a enfin compris le drame auquel elle devra faire face dans quelques années, une criminalité organisée qui fait pression sur l'État. Et là, ça devient très dangereux. Merci Étienne Blanc. Merci. Je reviendrai détailler évidemment tout ça quand ce sera passé. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman, André Berkoff de midi à 14h avec Céline Alonso, toujours en direct de Lyon à l'occasion de la Fête des Lumières.